Bonjour à tous, chers téléspectateurs. Bienvenue à cet autre numéro de la revue des Grandes Unes sur Equinox Télévision. La revue des Grandes Unes avec nos invités que nous retrouverons dans quelques instants. Mais avant de les retrouver, reparcourons ensemble les principales unes des différentes publications de ce jeudi matin. On démarre avec la Nouvelle Expression qui s'intéresse à la crise anglophone ce matin. La Nouvelle Expression qui titre donc crise anglophone. Frondi envoie Biya à la CPI, à la Cour pénale internationale. Le président national du Social Democratic Front, parlant de la crise anglophone, a accusé le président de la République du Cameroun de crimes contre l'humanité et le destine à la Cour pénale internationale. Le journal qui revient donc sur la dernière sortie médiatique de John Frondi sur un média étranger, qui a sorti au cours de laquelle il fustigeait l'attitude de l'armée récemment du côté de Nenka, non loin de Santa, avec ses près de 30 sécessionnistes, en tout cas ces 30 personnes présentées de façon officielle comme étant des sécessionnistes qui avaient été donc abattus. De ce côté-là, John Frondi qui avait crié au scandale et continue d'ailleurs à le faire dans cette sortie. Il a tout simplement qualifié cela de tuerie et de crime contre l'humanité, puisque selon le leader du Social Democratic Front, de nombreuses personnes innocentes se trouvent parmi les victimes orchestrées par l'armée. Le journal qui rappelle que ce n'est pas la première fois que John Frondi destine Paul Biya à la Cour pénale internationale. Il rappelle qu'en octobre dernier déjà, après les exactions qui avaient suivi la déclaration d'indépendance de la République virtuelle d'Ambazonie, le chairman du Social Democratic Front avait déjà parlé de crimes de guerre perpétrés donc par les soldats du président de la République. La Nouvelle Expression qui nous parle aussi de la Guinée équatoriale et de la France qui mord la poussière devant Maurice Kamto. La Cour internationale de justice vient de reconnaître qu'elle a compétence à juger l'affaire opposant le pays de Teodoro Obiangema Bazogo à celui d'Emmanuel Macron concernant l'immeuble qui abrite l'ambassade de Guinée équatoriale à Paris, avec l'opposant de Biya dans le box de la Défense. Le journal revient donc sur cette affaire de long en large, notamment à sa page 2, affaire qui avait vu la France donc présenter cet immeuble comme étant un bien mal acquis du fils du dirigeant équato-guinéen. L'affaire avait fait des vagues et l'immeuble avait été au cœur donc de la controverse, et on note que pour le régime de Malabo, il s'agissait bien et bien d'un immeuble qui avait été retrocédé par le fils du dirigeant équato-guinéen à la République de Guinée équatoriale et qui servait désormais de cadre à l'ambassade de Guinée équatoriale à Paris. Faux avait retorqué à Paris et finalement la Guinée équatoriale a saisi la Cour internationale de justice sous les conseils de son conseil, donc maître Maurice Kamto, et c'est une victoire puisque cette cour s'est déclarée compétente pour juger de cette affaire. C'est ce que nous dit ce matin la Nouvelle Expression, qui parle aussi de l'Église évangélique du Cameroun et de la suspension de Ndjé Toya qui est confirmée. La décision a été rendue hier mercredi 6 juin 2018 par la Cour d'appel du littoral qui vient ainsi mettre un terme à presque une année de débat entre chrétiens qui se détestent. La conséquence de cette décision de la Cour d'appel, c'est simplement que l'élection du pasteur, du révérend Ndjé Toya, élection qui avait eu lieu en Gaoundéry l'année dernière comme président de l'EEC, est annulée donc et c'est une victoire pour les partisans de Priso mongolais dont les conseils s'expriment dans les colonnes du journal La Nouvelle Expression de ce matin. La Nouvelle Expression qui parle aussi de la crise anglophone et de la préoccupation des anglophones frustrés d'être mal aimés de la République, entre guillemets, de leur marginalisation dans la marche des affaires de l'État. Il vient de proposer une série d'idées à Paul Biya, ceci à travers la commission Mafani Moussongue, descendue donc pour des auditions publiques du côté de Bamenda dans la région du Nord-Ouest. Plusieurs propositions y ont été faites, notamment donc la réflexion sur la question de l'institution du fédéralisme au Cameroun, la question tout aussi
du retour de la dépouille d'Amadou Ahidjo, et il y a plusieurs autres questions. La question de la double nationalité, entre autres, ont été abordées lors de ces auditions publiques et font partie des propositions donc de la communauté anglophone. Le journal Le Messager s'intéresse aux droits de l'homme dans notre pays et titre donc droits de l'homme, le Cameroun coupable de violations graves. Le journal qui revient relativement à cela sur de nombreux cas dans lesquels l'armée est présentée comme étant donc au cœur de la manœuvre, des violations graves qui sont répertoriées dans les colonnes du journal Le Messager ce matin, notamment à la page 4, le journal qui parle aussi de l'Assemblée nationale et des enjeux d'une fin de législature en pointillé, à lire à la page 3 du journal Le Messager. Ce matin, l'essentiel parle aussi de la présidentielle et titre Paul Biya candidat, le Fundi qui mêle le turbo. Le journal qui rappelle que plus que 4 mois et les Camerounais seront appelés à se rendre aux urnes pour désigner le prochain président de la République pour un mandat de 7 ans. Et déjà, l'effervescence gagne les états-majors des partis politiques. Le journal parle du RDPC, parti dominant de la scène politique nationale, qui bat déjà le rappel des troupes. Paul Biya, le candidat naturel de ce parti politique, est appelé à se porter candidat à cette échéance électorale. Les appels pleuvent de toutes les régions du pays. L'appel à candidature du département du Fundi a été lancé le 2 juin dernier et ceci est le départ donc d'une vague d'appels qui ne va déferler sur le Cameroun. Pense savoir le journal L'Essentiel qui parle aussi ce matin de vivre ensemble et dit voici les problèmes que vivent les Camerounais anglophones. Parmi ceux-ci, ils ont été exposés à Bamenda, en tout cas à la commission Moussongué. Parmi ceux-ci, la déformation de l'histoire politique du Cameroun, la mauvaise pratique du bilinguisme caractérisé par la prédominance du français, l'absence de patriotisme dans le comportement de certains leaders, le chômage des jeunes diplômés, le manque d'infrastructures dans la région, la corruption, le tribalisme et le népotisme, la marginalisation des anglophones. Voilà quelques-uns de ces problèmes tels que répertoriés ce matin par le journal L'Essentiel. L'anecdote s'intéresse ce matin au sport et notamment à l'équipe nationale du Cameroun et parle de nomination de l'entraîneur, la nomination de l'entraîneur qui reste bloquée. Carlos Queiroz présenté comme le grand favori, John Toshak et Alain Giresse qui sont les 3 derniers prétendants au poste d'entraîneur sélectionneur des Lions indomptables du Cameroun. Le journal ce matin plonge ses lecteurs sur les pistes du blocage de la désignation du coach des Lions indomptables. Et puis Cameroun Tribune revient ce matin sur la rentrée parlementaire. Cameroun Tribune qui titre donc Parlement, jour de rentrée. C'est la grande une de Cameroun Tribune qui parle des députés et des sénateurs qui reprennent le chemin des hémicycles dès ce jour dans le cadre de la 2e session ordinaire de l'année. Le jour parle d'examen officiel à sa grande une, examen officiel et polémique autour d'une épreuve du BEPC. C'est la une du journal Le Jour qui parle de l'étude des textes proposés mardi dernier aux candidats et qui portait sur 22 points au lieu de 20 comme le prévoit la norme. C'est la une donc du journal Le Jour qui parle aussi de ces éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations de football féminin Ghana 2018. Le Jour qui présente le score donc de 0 pour le Congo et 5 pour le Cameroun. Et puis mutation qui titre sur cette guerre tranchée entre deux élites du département d'Indi dans la région de l'Ouest. Marcel Niat Difendi, le président du Sénat, et Célestine Ketia-Cortez, qui est madame le maire de Banganté, ennemi intime, nous dit mutation. L'absence du maire de Banganté samedi au meeting de remerciement suite à la reconduction de Marcel Niat Difendi à la présidence du Sénat a ravivé le conflit entre les deux personnalités. Le journal propose donc ce matin à sa page 7 une enquête sur cette rivalité qui résiste au
autant. Et puis le quotidien de l'économie, pour terminer, qui parle de finances publiques et des grands bénéficiaires des subventions de l'État. Chaque année, une ligne de budget est consacrée aux établissements publics administratifs et sociétés d'État. Le journal présente les tendances de ces ressources qui échappent souvent aux citoyens. Au final, ce sont d'énormes disparités qui sont observées dans chaque secteur. Voilà qui nous permet donc de sortir de cette visite des grandes unes. Nous recevons Camille Nélé qui lui est déjà là sur ce plateau avec nous. Bonjour Camille, bon jeudi. Éric Marcel Dumont, bonjour, bonjour. J'aime bien votre toque. On appelle ça quoi? Une toque ou bien un calot? J'aime bien, qui est très très bien assorti. Bon, vous me rappelez un peu le maréchal Mobutu, mais cela vous va très très bien. Allez, merci, merci, ça me va aussi droit au cœur. Allez, vous êtes déjà là en attendant que Guy Hervé puisse nous retrouver. On démarre donc avec la crise anglophone qui barre la une de nombreux journaux ce matin. La crise anglophone, la nouvelle expression. Frondi qui envoie Paul Biya à la Cour pénale internationale. Le journal nous dit ce n'est pas la première fois, c'est la deuxième sortie du chairman du SDF, le principal parti d'opposition allant dans ce sens. Il faut bien restituer les choses. Frondi envoie Paul Biya à la CPI. Frondi n'a pas porté plainte contre Paul Biya, n'a pas déposé une requête contre Paul Biya, mais il dit que la Cour pénale internationale devrait ouvrir une instruction contre Paul Biya. Bon, c'est une attitude bien curieuse, parce que si M. Frondi avait voulu aller jusqu'au fond de sa logique, normalement, il aurait pu déposer sa plainte au nom du SDF. Le SDF est un grand parti politique, c'est le principal parti de l'opposition, devant la CPI. Et ensuite, on aurait vu la suite. Mais là, on a l'impression que M. John Frondi serait plutôt en train de retrousser les babines et de démontrer à Paul Biya qu'il peut bien l'envoyer là-devant. Et comme argument, le dernier argument, c'est effectivement cette confrontation qu'il y a eu entre l'armée et des ambazoniens, un groupe d'hommes armés, à Menkin, à Menkin, Menka, où il y a eu beaucoup d'hommes non loin de Santa. Non loin de Santa, donc pas très très loin de Bamenda. Oui. Et il est établi aujourd'hui, formellement établi que au-delà des hommes armés, il y avait aussi au moins 5 ou 6 personnes qui avaient été kidnappées et qui ont été tuées dans le tas. Mais ce qui m'amuse un peu dans cette façon de voir les choses du président du chairman, c'est de dire que, et de façon pratiquement mécanique, que l'armée aurait dû procéder autrement. Autrement comment? J'ai l'impression qu'il y a des gens qui ne savent pas ce que c'est que l'ambiance d'une guerre, qui ne savent pas ce que c'est que de se retrouver à la proximité de personnes qui sont armées, qui sont prêtes à vendre chèrement leur peau et qui ne veulent reculer devant rien pour ne pas se faire prendre. Faire autrement, moi je ne sais pas, c'est très très difficile. Donc quand des gens dans leur débat de salon ou bien quand ils sont autour d'un verre qui peuvent dire oui mais l'armée pouvait faire autrement, faire quoi autrement? Faire quoi avec des hommes qui sont armés, qui tiennent d'autres personnes en otage, qui avaient terrorisé le village, parce qu'il faut aussi le retenir et le relever. Les populations ont dit que ce groupe était là depuis plusieurs jours, avait complètement tenu le bled sous coupe réglée, et de telle manière que c'est comme ça que... Raquetait tout le monde. Voilà. Raquetait à tout va en tout cas. Cela veut dire que ces personnes étaient armées, étaient mal intentionnées, et on n'allait pas leur demander de se rendre, de sortir de leur hôtel les mains sur la tête. Non, ce n'était pas possible. Faire autrement, moi j'aimerais bien qu'on dise comment l'armée aurait dû faire autrement pour mettre la main sur ces terroristes. D'ailleurs, il y a une thèse, la thèse qui est avancée par le communicateur du ministre de la Défense, qui dit que dès que les hommes armés ont compris qu'il y avait des militaires dans les alentours, ils ont commencé à tirer. Donc, faire autrement, c'est difficile. Mais aujourd'hui, John Frondi qui estime que c'est un massacre, que c'est une tuerie et que la Cour pénale internationale devrait s'occuper de cas de Paul Biya. Et d'ailleurs, quelques voix aussi frêles le disent du côté de l'opposition. Moi, je me demande bien ce que ces personnes aurait bien pu demander à l'armée de faire devant une situation comme celle-là. En tout cas, le journal La Nouvelle Expression n'est pas seul qui abonde dans ce sens, puisque le Messager titre ce matin sur les droits de l'homme au Cameroun, et le Messager qui nous dit « Le Cameroun coupable de violations graves ». Ça voudrait dire, en tout cas si ces deux journaux sérieux ou assez sérieux convergent dans le même sens, et si le journal Le Messager titre sur les nombreux cas de violation de droits de l'homme qu'enregistre le pays, d'une façon ou d'une autre, on peut dire qu'il y a péril dans l'humeur. J'aimerais bien qu'on me dise un pays dans lequel on n'arrête pas de violation de droits de l'homme. J'aimerais bien. Israël, par exemple, pour ne pas citer ce pays, viole les droits de l'homme tous les jours.
contre des Palestiniens qui ne demandent qu'à avoir leur pays, qu'à être restitués dans leur légitimité. Vous semblez là légitimer... Je ne légitime pas, mais je suis en train de... Les violations... Je dis que ces violations-là existent dans tous les pays du monde. Même en France, même aux États-Unis, partout, il y a des violations, mais seulement des violations qui sont connues, qui sont perpétrées par des gens au service de l'État, par des responsables de l'armée, de la police et des services de sécurité. Ça existe partout. Mais le problème avec cette crise anglophone, qui est une crise armée, qui est très très difficile et très délicate, moi je pense qu'il serait assez disproportionné ou assez mal intentionné d'estimer que le Cameroun perpètre des violations des droits de l'homme. C'est vrai, il y a eu des violations. Par exemple, quand les avocats avaient décidé de marcher pour protester contre un certain nombre de choses, que ces avocats aient été bastonnés, traînés sur le sol, c'est une violation des droits de l'homme. Quand par exemple Manchu Bibixi, qui n'a fait que porter un cercueil et demander aux gens de le suivre pour revendiquer un certain nombre de choses, et que celui-ci se soit retrouvé en prison et condamné à une lourde peine de prison, à payer près d'un milliard pour quelqu'un qui ne gagne même pas 50 200 000 francs, c'est une violation flagrante et inadmissible des droits de l'homme. Mais seulement, on ne trouve pas des violations de l'homme seulement qu'au Cameroun. Il y en a partout dans tous les pays du monde. Mais de chaque pays devrait plutôt réfléchir à ce que ces violations soient le moins enregistrées le moins possible. Or, au Cameroun, c'est vrai qu'il y a des violations. C'est vrai, personne ne peut dire qu'il n'y en a pas. La personne qui le dirait serait absolument de mauvaise foi. Mais seulement, comment faire pour aller contre? Et comment faire surtout pour éviter qu'il y ait aussi des violations? Parce que les violations, ce n'est pas seulement du côté des forces de défense ou des responsables de la République. Regardez quand les groupes armés tuent des gens, égorgent des militaires, égorgent des gendarmes, il n'y a pas de violation de droits de l'homme. Cela ne mérite pas de passer devant la Cour pénale internationale pour crimes de guerre, pour crimes contre l'humanité. Donc moi je dis, dans l'ambiance qui est au Cameroun aujourd'hui, les violations sont là, elles sont un peu partout, mais beaucoup plus là où il y a des... Vous semblez en tout cas dire, aussi d'une façon, elles sont inévitables, ces violations. Alors, s'appuyant sur la une de la Nouvelle Expression ce matin, Ni John Frondi qui dit... et répète, c'est la deuxième sortie au cours de laquelle il pense que Paul Biya est destiné désormais à la Cour pénale internationale au regard de cette situation. Est-ce que cela ne pourrait pas ouvrir une brèche justement dans ce sens, susciter autre chose auprès, pourquoi pas de lui-même ou d'autres responsables politiques dans le sens de la traduction justement du chef de l'État devant cette juridiction? Mais dans ce cas, ce n'est pas compliqué que les personnes qui estiment que Paul Biya mérite de combattre devant la Cour suprême qu'elles intentent une procédure. Ce n'est pas compliqué qu'on ne demande pas à la Cour pénale internationale de venir mettre son museau au Cameroun, mais que ces personnes déposent une plainte, une requête et disent que nous estimons que, mais seulement, vous savez, moi j'ai toujours été dubitatif sur non seulement cette compétence de la Cour pénale internationale, mais surtout sur la justesse de ces décisions, parce qu'on sait très bien que la plus grande faiblesse de cette Cour pénale internationale, c'est qu'elle ne peut pas poursuivre certains pays de ce monde. Elle ne peut pas poursuivre les États-Unis, elle ne peut pas poursuivre Israël, elle ne peut pas poursuivre la Russie, elle ne peut pas poursuivre la Chine. C'est les pays les plus puissants où il y a le plus de violations de droits de l'homme à travers le monde, mais seulement parce que ces pays ne sont pas signatures du pacte de Rome, du traité de Rome, ces personnes ne sont pas passibles de la justice. Voilà. Donc, moi, je dis donc que pour les personnes qui demandent à la Cour pénale internationale, qui d'ailleurs, et beaucoup d'intellectuels le pensent et le constatent, ne traitent que d'une justice pour les présidents nègres. Je pense qu'il faudra un peu revoir d'abord le fonctionnement de la Cour pénale internationale pour pouvoir estimer que celle-ci peut être valablement acceptée. Alors, d'une juridiction à une autre, et toujours dans les colonnes du journal La Nouvelle Expression, il y a cette affaire Guinée équatoriale qui revient et la France qui mord la poussière devant Maurice Kamto, la Cour internationale de justice, qui vient de se déclarer compétente pour juger de l'affaire opposant le pays, la Guinée équatoriale, à la France concernant l'immeuble qui abrite l'ambassade de Guinée équatoriale à Paris. Belle victoire pour la Guinée équatoriale, belle victoire aussi pour Maurice Kamto. Ben, moi, je pense que c'est plutôt une belle victoire pour le droit. Une belle victoire pour le droit parce que tout le monde avait assisté à un moment donné à une véritable cabale qui avait été montée par la France et un certain groupe
francophiles ou de France-africains qui avaient décidé d'aller contre justement les régimes qui sont là depuis très très longtemps. On avait vu que la France avait créé ex nihilo cette affaire de biens mal acquis. On a poursuivi le Gabon, elle a parlé de biens mal acquis au Gabon, de biens mal acquis en Guinée équatoriale, de biens mal acquis, je crois, au Congo aussi. Congo, justement. Mais on n'a pas parlé. Congo-Brazzaville. Mais n'avait pas parlé de biens mal acquis au Cameroun. Alors qu'il y a bien des mal, il y a énormément de biens mal acquis. Alors on se souvient que le cas le plus saillant, le plus grotesque avait été justement le cas de Théodorin Obiang Nguema Bazogo, le fils du président Obiang et vice-président de la République, à qui on avait arraché, on avait saisi les véhicules, les maisons et les propriétés, les comptes en banque, en estimant que c'est des biens acquis sur... Et l'immeuble en question avait été présenté comme une propriété de l'État. Ce que n'avait pas forcément refuté l'État équato-guinéen, mais qui par la suite avait fait savoir que cette propriété avait été rétrocédée à l'État, et c'est ce qui semblait faire problème. Et ça avait fait problème. La France ne voulait pas accepter cela. Elle avait dit non, c'est pas possible. Elle dit non. J'ai acheté cet immeuble, mais seulement cet immeuble, je l'ai rétrocédé à la Guinée, et c'est pour cela qu'il abrite l'ambassade de Guinée. Alors, il y a eu un grand procès, un long procès, d'ailleurs un harassant procès avec toutes sortes de rebondissements, et la défense de la Guinée équatoriale, conduite par le professeur Maurice Kamto, a eu gain de cause. C'est la force du droit, hein, contre le droit à la force de la France, qui a voulu absolument mettre le grappin sur des propriétés qu'elle estimait avoir été mal acquises. Mais on sait très bien en France, parce que la France elle-même, elle oublie de se regarder dans le miroir et elle oublie de nous montrer les hommes d'État français qui, eux, ont obtenu des biens mal acquis. Le dernier en date, c'est l'affaire de l'élection de Nicolas Sarkozy, qui a obtenu des fonds mal acquis du côté de Kadhafi, et l'affaire continue à faire le buzz de ce côté-là. Donc, c'est la victoire du droit qui vient d'être étalée aujourd'hui devant les tribunaux français. Et moi, je pense que ce n'est pas seulement une affaire de la victoire du professeur Kamto, qui est un éminent juriste. Moi, je pense que c'est le droit qui a été respecté. On a compris effectivement que cette affaire-là, c'était une grosse cabale qui n'avait aucun sens. Alors, Guy Fongan, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. Bonjour aux nombreux téléspectateurs qui prennent du plaisir à regarder les lignes qualitatives qui paraissent chaque jour au Cameroun. Alors, sur cette actualité, victoire, est-ce que sur le plan politique, Maurice Kamto pourrait s'attribuer cette victoire? Oui, il pourrait s'attribuer cette victoire si il s'entoure des personnes qui ne le desservent pas de manière inconsciente au quotidien. J'ai envie de dire, je suis de ceux qui pensent que la milice, notamment qu'il a sur Internet, ne lui rend pas assez service. Et il est entouré des personnes qui ne semblent pas avoir très bien compris son discours et sa posture, et il active les mauvais leviers pour rendre son discours audible auprès des électeurs, et c'est très très dommage. Maurice Kamto est dans ce pays parmi ce qui se fait de mieux en termes de juriste, sauf qu'il a du mal à se détacher de cette construction inconsciente que ses affidés ont fini par faire de lui, en le présentant comme le candidat des Bamileke, comme un candidat tribaliste. Il a d'excellents leviers comme cela qui ne met pas suffisamment en contribution, et ça ne rend pas service. C'est une victoire qui peut évidemment mettre à son actif si son actif politique. Il revisite son discours et il essaie de reconstruire un discours qui soit plus intéressant, qui soit plus productif, parce que la vérité, le dernier meeting par exemple l'autre jour, il y a quelques jours, vous avez suivi comment la bourde d'Albert Zongrand qui, ma foi, même de manière inconsciente, ne rend par service à Maurice Kamto. Quand en plein meeting, Albert Zongrand dit qu'il est de ceux qui ont ouvert la voie pour que les Bamileke prennent le pouvoir, et que aujourd'hui Maurice Kamto est le Bamileke qui aussi peut accéder à la magistrature suprême. C'est peut-être dit de manière banale, mais ça conforte les gens dans la posture selon laquelle Maurice Kamto est le candidat, et ce qui n'est pas d'ailleurs vrai, et ça ne le rassure. Donc il a d'excellents leviers comme cela après l'excellent procès qu'il a gagné contre le Nigeria au sujet de la presqu'île de Bakassi. Donc, en plus de ceci, c'est des éléments qui auraient pu
permettre à Maurice Kamto de se mouvoir de manière aisée dans l'arène politique, sauf qu'il n'est pas bien entouré et multiplie assez de bourdes. Sur le plan politique, justement, je vous pose la même question, Camille Nelly. Quel pourrait être l'apport d'une telle victoire pour Maurice Kamto? Mais non, mais cette victoire devant les juridictions internationales n'est pas la première. Déjà, Guy Fongang l'a rappelé, Maurice Kamto a fait partie du grand attelage des juristes qui avaient été constitués pour défendre les intérêts du Cameroun devant la CIJ. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, avec cette autre victoire, qui vient de remporter certainement avec à ses côtés des juristes de cette trempe. Même si le journal La Nouvelle Expression dit, là on a eu affaire à 3 juristes français contre Maurice Kamto seul, pratiquement, qui défendait l'État équato-guinéen. De toutes les manières, on n'a pas besoin d'être 10 forcément pour gagner. La preuve, si Maurice Kamto était face à 3 juristes français, et si lui était seul pour la Guinée équatoriale, ça veut dire que ce n'est pas une question de muscle ni de nombre, mais c'est une question de respect de la loi, de respect du droit. Et moi je pense que Maurice Kamto a su toucher, il est tout de même agrégé en droit et il sait de quoi il parle. Donc, quelle pourrait être la récompense politique? Récompense, est-ce que quand on fait son travail pour être récompensé politiquement? On est d'abord récompensé dans le fait qu'on maîtrise son métier. Ensuite, on est récompensé par le fait En fait, tu parles de retombées, lui qui est quand même candidat engagé dans la présidentielle au Cameroun. Oui, mais si par exemple il avait perdu cette procédure, vous alliez me dire... Est-ce que ça n'aurait pas impacté négativement aussi? Justement, c'est la question que je vous pose. Est-ce que s'il avait perdu cette procédure, est-ce que les gens allaient estimer que bon, s'il a perdu là-bas à Paris, c'est un loser? Non, moi je ne pense pas. Je pense que sur le plan technique et sur le plan de sa technicité, il démontre qu'il demeure un grand procédurier, un grand juriste. Maintenant, aux yeux du public, maintenant, face auquel il est en train de dérouler son projet de société, moi je pense qu'il leur démontre que je ne fignole pas, je fais mon boulot, je suis un professionnel, je suis un technicien. Moi je pense que dans ce pays, je fais partie des intelligences qu'il peut faire dans ce pays. Donc moi, je dis que ce n'est pas seulement cela qu'il peut présenter comme un dividende de sa personnalité, mais moi je dis que c'est quelque chose qui démontre qu'il est une personnalité qui compte et qu'il ne faut pas forcément être sorti de l'administration pour pouvoir diriger le Cameroun. En 30 secondes, Guy Hervé. Non, en 30 secondes pour dire que je suis très heureux de savoir que Maurice Kamto a pu démontrer aux yeux du monde d'expertise qu'on le reconnaît. Et j'ai envie de croire que cette expertise saura la mettre en contribution pour, j'allais dire, déconstruire la technologie électorale qui pour beaucoup est assez complexe et assez compliquée. Et certains semblent dire que les dés sont pipis d'avance et qu'on connaît le vainqueur. Donc je veux dire, quand on a en face des candidats comme ceux-là qui ont une expertise avérée, j'ai envie de croire que l'opposition a de la matière première pour déconstruire la technologie électorale et pourquoi pas produire l'alternance à laquelle beaucoup de Camerounais aspirent. Alors, un autre sujet, c'est ce qui se passe du côté du département d'Undi entre 2 personnalités, le président du Sénat et Madame le maire. De ce côté-là, c'est ce qui barre la une ce matin du quotidien Mutation, et Mutation qui parle d'ennemis intimes et de cette guerre qui dure ou qui résiste autant, Camille. Là, nous avons là de hiérarques du RDPC, ancien maire de Baganté, M. Niad Difenji, aujourd'hui président du Sénat, Mme Ketcha Cortés, actuelle maire de Baganté, maire RDPC 60 ans. Donc, ils n'arrivent pas à se mettre d'accord. Qu'est-ce qui s'est passé? M. Niad Difenji, qui dans la logique tropicale des personnes nommées dans ce pays, qui organisent des meetings pour remercier le chef de l'État de l'avoir nommé. Encore que moi je dis que cette manie, il faudrait bien qu'elle disparaisse parce qu'elle frôle davantage le ridicule qu'elle ne démontre, la reconnaissance de ces personnes-là, parce que ce n'est pas le ND qui est récompensé à travers la nomination, c'est certainement parce que le chef de l'État a estimé que M. Niad Difenji a la carrure ou les moyens de pouvoir être président du Sénat. Donc, M. Niad organise son meeting de remerciement et en profite, bien entendu, pour demander au président de la République de se représenter. Mais seulement, dans ce grand meeting, les personnes qui aiment bien couper les cheveux en quatre ont constaté que Mme Kesha Cortés n'est pas là. Maire de Baganté, maire de la commune de Baganté, et surtout... Femme assez influente. Assez influente dans le dé, et surtout qu'on ne comprenne pas pourquoi les 2 plus grandes élites de Baganté
puisse pas suffire. N'accorde pas leur viol. Alors, c'est pour ça que Mutation a bien fait de dire ennemi intime, mais l'absence de Mme Ketia Cortés, bien évidemment, a donné l'occasion à toutes les plumes sarcastiques d'aller beaucoup plus loin et d'estimer qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais qu'est-ce qui ne va pas entre deux personnes qui roulent pour le même Paul Biya? On peut bien se le demander. Est-ce que l'une empiète les responsabilités, le pouvoir de l'autre? On saurait le dire, mais toujours est-il qu'on constate que Abanganté, comme d'ailleurs parti au Cameroun, allez dans les départements, allez dans les villages, vous allez comprendre que les élites qui sont pourtant soit nommées par Paul Biya ou pour Paul Biya, soit élues au nom de Paul Biya, n'arrivent toujours pas à s'entendre et la plupart du temps, elles se crêpent le chignon. Pour dire que cette guerre d'échef n'est pas que l'apanage de Banganté. Alors, sur le cas précisément de Banganté, Guy-Hervé Fongan, que dites-vous? Non, je veux simplement dire que l'absence de Célestine Cortés, pour moi, révèle simplement le malaise qu'il y a au sein des militants du RDPC qui, parfois, ont l'impression que des dirigeants sont parachutés, qui sont entrés par la fenêtre. Quelles que soient les raisons de son absence, c'est une guerre ouverte qui dure depuis plusieurs années déjà. Un des reproches qu'on fait à Niat dans l'UND, c'est qu'on lui reprochait de n'avoir pas assez fait pour son département après avoir occupé autant de hautes fonctions dans l'administration. Et donc, cette absence-là n'est que la manifestation d'un malaise collectif que répètent à longueur de journée les fils et les filles du DE qui estiment que Niad n'a pas fait grand-chose pour les enfants du DE. N'importe quel Banganté sérieux vous le dira. Il faut voir là. Et contrairement à ce qu'on pense, pour moi, c'est un indicateur qui me semble assez fort. On a vu la mobilisation avec laquelle, par exemple, Madame le maire organise chaque année le festival Mundumba. C'est un événement, c'est un rendez-vous qui fédère les fils du DE des 4 coins du monde. Quand le président du Sénat, Niat, estime qu'il peut faire sans Madame le maire, comme Madame la maire aussi, pense qu'elle peut. Pour moi, ça me pose un problème au niveau de la capacité de mobilisation qu'elle a dans ce département-là. Elle rappelle un peu Madame Founing il y a quelques années quand elle était ici. Donc, elle a une facilité, une capacité de mobilisation des populations qui n'est plus à démontrer. Et ça peut vouloir dire deux choses. Soit le président Niat s'en fout et qu'il estime qu'il peut faire sans Madame le maire et que le RDPC avec il avait quand même adoubé au moment de sa prise, qu'il avait accompagné, beaucoup qui la présentaient d'ailleurs comme une fille de Marcel Niat. Voilà, on se retrouve dans cette situation aujourd'hui. La politique a pris le dessus quand même sur certains. Ça fait partie de ce que certains appellent les baisers de Judas pour faire beau et pour plaire à la télé. Tous ceux qui ont été de près associés au festival Mundumba vous diront que entre les deux, ça a été très souvent une guerre ouverte et cette absence n'est que la matérialisation de ce conflit sous-jacent entre ces deux personnes. Mais je crois que ça ne rend pas service au RDPC. C'est le parti qui en sortira perdant parce que les deux, je vais dire que de manière objective, elle est élue du peuple. Donc s'il y a quelqu'un qui a besoin de l'autre, ce serait Niat qui a besoin de Célestine Cortés parce qu'elle est élue du peuple. Elle n'est pas nommée par le président. En réalité, c'est lui qui a besoin d'elle, non le contraire. Mais la question que je peux poser avec Fongan, c'est que l'absence de Mme Ketia Cortés dans une cérémonie de remerciement au président de la République pour la nomination de Nyadji Fendi, est-ce que Mme Ketia n'a pas voulu faire partie de ceux qui remercient et est-ce qu'elle n'a pas voulu faire partie de ceux qui demandent au président de se représenter? Parce que ça aussi, ça peut être lu de la part par les yeux de ceux des prognathes qui estiment que bon, ça veut dire que tu ne veux pas remercier le chef de l'État, tu ne veux pas demander, demander au président de la République de se représenter. Ça peut s'interpréter aussi de cette façon en attendant. Peut-être qu'elle aussi de son côté organise quelque chose allant dans ce sens. Cameroun Tribune nous parle aujourd'hui de rentrée parlementaire, jour de rentrée donc à la Chambre haute ou comme à la Chambre basse du Parlement. On a dit c'est une session pleine d'enjeux. Pleine d'enjeux et surtout pleine de perspectives parce que
qu'il y a des gens qui se demandent si effectivement cette session, surtout au niveau de l'Assemblée nationale, ne va pas connaître le blocus du SDF que l'on a enregistré l'année dernière, parce qu'on se souvient que les militants du SDF avaient exigé que le problème anglophone soit posé. Et on a vu d'ailleurs qu'ils avaient certainement raison, puisque après leur blocus, après ces incidents-là, les choses se sont compliquées davantage du côté du nord-ouest et du sud-ouest. Alors, on se demande si cette fois-ci, ils ne reviennent pas le couteau entre les dents pour venir reposer le même problème et imposer justement l'examen de ce problème. Mais les grands enjeux de cette session pour vous? Non, il y a d'autres enjeux. Il y a bien évidemment les élections municipales, législatives et présidentielles qui arrivent. Qu'est-ce qui va se passer? Il y a la prorogation. La prorogation, il y a cette probabilité, mais seulement, moi je pense qu'elle est du ressort du chef de l'État qui va décider de proroger ou pas. Donc les gens en parlent, c'est des spéculations, mais toujours est-il que cette convocation de la Chambre haute et de la Chambre basse va certainement réserver beaucoup de surprises. DRV sur les enjeux? Non, c'est une session qui est pleine d'enjeux dans la mesure où il est par exemple la convocation du corps électoral est une attente qui reste encore très fort et aujourd'hui la crise anglophone a atteint son je vais dire le pic le plus élevé et ça me semblerait il est aujourd'hui plus qu'urgent que le problème soit remis sur la table pendant cette session parlementaire. Là, il se murmure également que je vais dire le remplacement de Babale à la tête des DECAM était une stratégie pour le régime de justifier la prorogation de l'élection qui est à venir, ce qui reste encore très incertain. Donc c'est une élection qui est pleine d'enjeux. Aujourd'hui, vous avez dû remarquer comme moi la présence de Samuel Eto'o dans la recherche des solutions pour résoudre la crise anglophone. Je veux dire que ça veut dire que si un ambassadeur comme de sa dimension rentre dans la danse, ça veut dire que le problème est pris à bras le corps au plus haut sommet de l'État. Même si je suis de ceux qui pensent que pour moi, je me demande en juin, quand les enfants viennent composer, quel type de mobilisation on espère quand ils sont en vacances. C'est une incongruité, moi, qui me met un peu mal à l'aise. On serait attendu à ce que une nation comme cela, pour être cohérent, ait lieu en août ou quelques semaines avant, peut-être avant la phase de matérialisation, ce sera le cas. Attendons de voir. Je suis un peu embêté par le timing, donc par le timing du déploiement, et c'est un peu maladroit à mon sens, parce que un mois plus tard, on en aura oublié le passage de Samuel Eto'o et on reviendra à la case des parents. Voilà, messieurs. Je pense que Samuel Eto'o n'appartient pas seulement à la jeunesse, aux enfants, il appartient aux parents et même aux grands-parents. C'est pour son cahier de charge précis. Attendons de voir la matérialisation, messieurs. Alors pour sortir une seconde chacun sur cette une de l'anecdote qui dit la nomination de l'entraîneur reste bloquée, c'est un fait, c'est vrai, mais présente la shortlist des trois, Carlos Queiroz qui est le grand favori, John Toshak et bien entendu Alain Giresse. Ça reste bloqué, voilà, c'est des habitudes camerounaises. On attend tout simplement, mais en attendant, nous avons un entraîneur en second qui est là, qui aurait pu continuer à faire pendant que les responsables cherchent leur entraîneur, stressent les Camerounais en disant on attend, voici la shortlist, mais en attendant, il faut qu'on travaille, il faut que la Coupe d'Afrique, c'est dans quelques mois, c'est dans 6 mois, 7 mois. Oui, un peu plus de 8 mois. Ça bloque très souvent aussi parce que, voilà, on dit ça doit passer au ministère, la présidence de la République et tout le reste, ce qui n'est pas le fait ailleurs, puisque ailleurs, c'est les fédérations simplement qui décident de qui est l'entraîneur. Nous n'avons pas de fédération. Ça bloque parce que le Cameroun est une curiosité planétaire. Pour deux choses. La première, parce que je ne serais pas surpris que l'entraîneur qui soit retenu ne soit même pas shortlisté. Parce que souvenez-vous que le récent entraîneur des Lions n'était même pas dans la shortlist, mais il est sorti du chapeau à la dernière minute et on nous a imposé un entraîneur. Et la deuxième chose qui fait du Cameroun une curiosité planétaire, c'est qu'à mon sens, on devrait apprendre à faire confiance aux compétences locales. On en a, je veux dire qu'un des meilleurs trophées
que le Cameroun a remporté, c'était la Coupe des Confédérations avec un entraîneur qui s'appelle Jean-Paul Akono. Ça veut dire qu'on peut trouver des pépites comme Jean-Paul et on ne peut pas tergiverser à quelques mois de la CAN et continuer à chercher un entraîneur qui ma foi, va nous créer plus de problèmes que Merci Guy Hervé, merci Camille, merci à vous qui êtes restés en notre compagnie, madame, monsieur. Nous vous retrouvons demain pour un autre numéro. Ce sera la dernière livraison de la semaine, forcément avec Camille Nélé qui sera une fois encore là. Entre-temps, nous vous souhaitons de passer une très belle journée en compagnie des programmes d'Equinox Télévision. Au revoir.